Bonjour, bienvenue sur le webinaire Éduquer contre... Bonjour, bienvenue sur le webinaire Éduquer contre les extrémismes, les racismes, l'antisémitisme et les discriminations. Ce webinaire a été réalisé en partenariat avec la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation et l'atelier Canopée 13 de Marseille. Ce webinaire sera animé par Olivier Vincent, professeur d'histoire-géographie chargé de mission de service éducatif à la Fondation du Camp des Milles, ainsi que de Sylvie Drujon-Dastros, directrice de Musicex, professeure d'alto au Conservatoire de Pertuis. Voilà, bienvenue. Je vais éteindre ma caméra et je vais laisser Olivier Vincent présenter le webinaire. Au revoir. Bonjour à tous et merci à Canopée de nous donner l'opportunité de présenter donc la démarche pédagogique et scientifique de la Fondation donc, du Camp des Milles, Mémoire et Éducation. Le webinaire s'organisera donc en deux temps. Un premier temps où j'essaierai de présenter la démarche pédagogique et scientifique qui est portée par la Fondation du Camp des Milles, et puis un deuxième temps qui sera consacré à la présentation d'un projet remarquable qui a été mené en partenariat avec la Fondation du Camp des Milles et en lien avec la question de l'éducation artistique et culturelle. Alors, quelques éléments peut-être de contexte sur ce lieu qu'est le Camp des Milles, ce lieu témoin qui est le Camp des Milles, un lieu témoin d'une certaine façon qui prend le relais des témoins. Et c'est important de le souligner. C'est un lieu évidemment aujourd'hui qui fait référence, qui est un lieu qui est visité par de nombreux scolaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le Camp des Milles, c'est le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Aujourd'hui, c'est un musée d'histoire et des sciences de l'homme. S'appuyant sur son histoire, ce musée, cette fondation, ce site mémorial permet de comprendre comment les extrémismes, les racismes, l'antisémitisme et les discriminations peuvent mener nos sociétés au pire et présentent les capacités de chacun pour résister à ces intolérances. Chaque année, ce sont un peu plus de 25 000 scolaires qui visitent le musée et qui participent à des ateliers pédagogiques conçus par le service éducatif que je représente ici. En quoi le site mémorial du Camp des Milles et sa démarche scientifique sont un outil pédagogique au service d'une école luttant contre les racismes et plus largement contre les discriminations? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette présentation. Alors, le Camp des Milles, son histoire. En septembre 1939, la France va transformer la Tuilerie désaffectée, qui se trouve près d'Aix-en-Provence, dans le petit village des Milles, en camp d'internement pour, je cite, sujets ennemis. Sous le régime de Vichy, le bâtiment va devenir, entre juillet 1940, de juillet 1940 à juillet 1942, un camp de transit et d'internement des, je cite encore, indésirables. Enfin, entre le mois d'août et septembre 1942, il va devenir un des rouages de la solution finale et de la déportation des Juifs vers Auschwitz via Drancy. Au total, ce sont près de 2000 Juifs qui seront déportés vers Auschwitz à l'été 1942. Et les historiens savent aujourd'hui que ce sont près de 10 000 personnes de 38 nationalités différentes qui seront internées au Milles pendant la Seconde Guerre mondiale. Une des caractéristiques du Camp des Milles réside dans l'ampleur et la diversité, on en parlera tout à l'heure dans les ateliers pédagogiques que je présenterai, réside dans l'ampleur et la diversité de la production artistique réalisée par les internés. Ce sont au total près de 300 œuvres qui seront conçues, dont certaines sont encore visibles sur place. Comment expliquer un tel foisonnement artistique? Sans doute par la présence de nombreux artistes et intellectuels qui, fuyant le nazisme, se sont trouvés pris au piège dans la région marseillaise, parmi eux Max Ernst, Hans Bellmer, Leon Furtwängler, qui seront internés au Milles et qui, en quelque sorte, vont résister plutôt par la création à la persécution et à la déshumanisation. Alors que finalement les derniers témoins directs de la Shoah disparaissent les uns après les autres, le mémorial est un outil pédagogique que nous espérons indispensable pour se souvenir et apprendre de notre passé.
Je l'ai dit, le camp d'Émile abrite aujourd'hui un important musée historique qui est tourné vers l'éducation et la culture. Après 40 ans d'oubli et 30 ans de combat, finalement, le mémorial a ouvert ses portes au public en 2012 sur les lieux mêmes de l'internement, avec une ambition revendiquée par les équipes qui donc font et qui animent le travail de la Fondation du Camp d'Émile, faire de ce musée un musée d'histoire et des sciences de l'homme, un lieu pour apprendre du passé. Et depuis 2012, les expositions permanentes du site mémorial sont organisées en trois temps. Le premier temps, c'est le temps que l'on nomme le volet historique à la Fondation du Camp d'Émile. Le volet historique a pour objectif de présenter les trois grandes périodes du Camp d'Émile entre 1939 et 1942. Il s'agit de replacer l'histoire du Camp d'Émile dans son contexte local, national et européen. Des bornes audiovisuelles reconstituent les destins individuels d'internés célèbres ou inconnus. D'autres, enfin, présentent le récit de témoins de cette époque. Alors, la deuxième partie de la visite, c'est ce que l'on appelle au camp d'Émile le volet mémoriel. Le volet mémoriel, il permet la visite émouvante des lieux d'internement, des lieux historiques laissés en l'état. Sur le parcours, il s'agit évidemment de ressentir, d'éprouver, d'essayer d'appréhender en quelque sorte quelles étaient les conditions des internés d'Émile. Vous le voyez, des représentations artistiques, des témoignages, notamment un témoignage qui est celui de Leon Feuchtwanger, cet écrivain qui va produire donc une ressource importante pour l'histoire du camp d'Émile, qui est le Diable en France, un ouvrage dans lequel il partage évidemment et il décrit les conditions d'internement. Ce parcours dans le volet mémoriel permet de pénétrer l'immense four à tuiles qui est baptisé 10 catacombes par les internés qui vont en faire un lieu de création artistique et lieu qui constitue un des temps forts de la visite avec les espaces où s'entassaient les internés dans les étages. Et puis, la dernière étape de ce parcours muséographique, après un volet historique qui permet la contextualisation, après le volet mémoriel qui permet aux élèves d'éprouver en quelque sorte, d'appréhender les lieux qui sont restés intacts, le parcours muséographique se poursuit dans ce que nous appelons le volet réflexif. Le volet réflexif présente de façon inédite des connaissances scientifiques pluridisciplinaires qui permettent aux visiteurs de mieux comprendre les engrenages et les comportements humains récurrents, les préjugés, les effets de groupe, la passivité, la soumission aveugle à l'autorité, autant de comportements humains qui ont conduit ou qui peuvent conduire au pire. Il s'agit ainsi de donner aux visiteurs, de donner aux élèves des outils de réflexion sur la responsabilité de chacun dans une montée des périls qui, le présent nous le montre encore, qui est toujours possible. Alors, cette section réflexive, cette troisième partie du parcours muséographique, se termine par un mur des actes justes qui présente la diversité des actes de sauvetage et de résistance aux 4 grands crimes génocidaires du XXe siècle contre les Arméniens, les Juifs, les Tziganes et les Tutsis du Rwanda. Cet acte ce mur des actes justes est un hommage, mais aussi une invitation à la responsabilité individuelle et aux résistances qui sont toujours possibles dans les tragédies humaines. Vous le comprenez, évidemment, le camp d'Émile, c'est une approche sensible de l'histoire, une histoire locale, une histoire nationale, une histoire européenne, évidemment, pour ce qui concerne la Shoah, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir sur les mécanismes qui sont toujours à l'œuvre dans nos sociétés et qui peuvent mener au pire des crimes, le génocide. L'action pédagogique du camp d'Émile vient concrétiser ce souhait
ce souhait qui était porté par les anciens, par les grands témoins, que l'homme puisse apprendre évidemment de son passé, qu'il puisse exercer efficacement sa vigilance et sa responsabilité, ce qui s'avère évidemment particulièrement important dans un contexte troublé, dans une société qui est fragilisée, dans une société dans laquelle le commun semble chaque jour finalement de plus en plus menacé par le racisme, l'antisémitisme, les extrémismes ou les redoutables crispations identitaires. À ce parcours muséographique, le service éducatif a construit un certain nombre d'ateliers pédagogiques que je vais tâcher ici de vous présenter. Ces ateliers pédagogiques ont pour objectif, évidemment, de faire le lien entre l'histoire du camp d'Émile, mais aussi les programmes scolaires, particulièrement les programmes d'histoire, mais aussi les programmes de français, de lettres, les programmes d'art plastique, de philosophie ou encore d'enseignement moral et civique. Ces ateliers pédagogiques sont proposés aux élèves de CM2, de collège, de lycée, mais aussi aux classes SECPA, aux classes relais et même aux étudiants que nous accueillons sur le site. Ces ateliers pédagogiques, ils ont été pensés donc par des enseignants et par des enseignants qui sont donc chargés de mission au service éducatif de la Fondation du Camp d'Émile. L'objectif de ces ateliers, eh bien, c'est de faire le lien, je l'ai dit, avec l'histoire du lieu, mais aussi avec les programmes scolaires. L'objectif, évidemment, c'est de développer à travers ces ateliers l'autonomie de jugement, l'esprit critique. On parle de plus en plus d'esprit critique aujourd'hui dans nos programmes scolaires. Et donc, on essaie, par des pratiques aussi, qui sont des pratiques actives, le débat, une réflexion sur des dilemmes moraux, un travail coopératif, un travail autour de l'argumentation, de la défense des points de vue, eh bien, nous essayons de travailler aussi des thématiques qui sont au cœur de l'enseignement moral et civique. Un des ateliers qui est adressé aux classes de CM2 et de collège est l'atelier que nous appelons l'atelier salle des peintures, puisque cet atelier permet de découvrir les peintures réalisées par les internés dans ce qui a été le réfectoire. Cet atelier permet d'étudier des œuvres en relation avec leur époque, permet de sensibiliser aux discriminations, permet aussi de travailler sur les préjugés, les stéréotypes. Donc cet atelier, il est important et cette salle, elle est importante puisque c'est sa destruction qui a été finalement à l'origine du projet de la création de la Fondation du Camp d'Émile. Et ces fresques, elles sont un témoignage important, elles sont des traces encore actuelles qui nous permettent de mieux comprendre quelles étaient les conditions d'internement donc lorsque le camp existait. Deuxième atelier à destination des classes de CM2 autour d'un album jeunesse. C'est un atelier de lecture qui est proposé et qui permet de faire des inférences pour expliquer le comportement des personnages au fil de l'histoire, qui permet évidemment de faire le lien entre une histoire en apparence banale, une histoire enfantine, et qui permet de faire des liens entre l'histoire de l'album, mais aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui permet aussi de faire le lien avec le volet réflexif enfant autour des thèmes de la discrimination, du racisme et de l'antisémitisme, puisque pour les classes de CM2, nous avons un parcours qui est adapté, un parcours de visite adapté à ce niveau-là, et un volet réflexif, donc cette fameuse troisième partie, qui est là aussi adaptée pour spécifiquement l'âge de ces élèves. Donc, vous voyez un album donc, de lecture et qui rencontre toujours un grand succès dans les classes quand nous animons ces ateliers. Un deuxième atelier autour de, là encore, cette question de la création artistique qui s'appelle « Créer pour résister », un atelier qui permet de découvrir des œuvres artistiques évoquant les conditions de vie des internés. Vous le voyez, parmi eux, les surréalistes, Belmer, Max Ernst, Ferdinand Springer, Vols, qui vont se retrouver internés au camp d'Émile et qui vont continuer
de dessiner, de produire. Et ce qu'on interroge dans cet atelier, c'est la question de la résistance par l'art, c'est la question aussi de comment l'internement va influencer en quelque sorte la création artistique et comment la création artistique se fait le témoin aussi des conditions de vie de ces artistes internés. Donc là encore, un atelier qui permet de faire des liens très très forts avec les programmes d'art plastique, d'histoire des arts en particulier. Vous voyez une espèce d'approche diachronique ici. Un dessin de Ferdinand Springer qui évoque une œuvre majeure de l'histoire des arts. Donc, vous le voyez, cet atelier, il permet véritablement d'aborder, dans une démarche d'enquête, d'aborder à la fois des œuvres, mais de voir aussi peut-être des liens, des résonances avec d'autres œuvres artistiques. Enfin, un autre atelier, un atelier donc destiné celui-ci aux classes de 3e. Cet atelier est un atelier qui, à travers le film La Vague, tâche de comprendre, de faire l'expérience plutôt d'une communauté autoritaire. Il s'agit, à travers la présentation d'extraits du film La Vague, de montrer les mécanismes de construction d'un régime autocratique, d'alerter évidemment sur la nécessité de rester vigilant face à ces mécanismes résistibles pour former des citoyens responsables, capables d'esprit critique. Et enfin, il s'agit d'amener les élèves à argumenter, à défendre un point de vue, à participer à un débat. Alors, cet atelier et la modalité de cet atelier est un peu particulière puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle un débat mouvant et d'un point de vue pratique, il s'agit d'organiser en quelque sorte une dialectique dans le groupe classe qui fait l'atelier et chacun est amené à se positionner physiquement dans la salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'extrait qui vous est présenté? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'extrait qui vous est présenté? Essayer d'argumenter, essayer de convaincre d'une certaine façon l'équipe adverse, si je puis dire. Et donc il y a une dialectique qui se noue autour de cette modalité de pratique du débat qui est le débat mouvant. La problématique de cet atelier permet de comprendre en fait comment un individu peut résister aux mécanismes de mise en place d'un système autocratique à partir du film et à partir de l'exemple du film La Vague. Un autre atelier, toujours à destination des collégiens et particulièrement aux classes de 3e, un atelier qui s'intitule Moi raciste et qui permet de comprendre en fait quelles sont les constructions mentales à l'origine du racisme et de l'antisémitisme, constructions mentales dont le potentiel explosif peut conduire au pire. Les objectifs sont les suivants. Il s'agit de s'appuyer sur la convergence des mémoires, c'est une notion qui est développée par Alain Chouraki, mais aussi par l'équipe de chercheurs pluridisciplinaires dans le volet réflexif, cette question de la convergence des mémoires et de montrer finalement le potentiel explosif du racisme et de l'antisémitisme dans nos sociétés. Alors il s'agit de faire prendre conscience aux élèves que l'on a tous des préjugés, que l'on peut tous peut-être par certains moments avoir des réflexions qui peuvent être teintées de racisme, que l'on peut être tous aussi victimes de racisme, que l'on est finalement responsable de la société, du vivre ensemble, du commun, et qu'il s'agit d'être vigilant, évidemment, face aux mécanismes de rejet de l'autre, aux mécanismes résistibles de rejet de l'autre, et qu'il s'agit aussi d'agir contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un peu l'ambition qu'il y a derrière cet atelier de sensibilisation à ces questions, atelier, je le disais, à destination des collégiens. Un autre atelier, cette fois à destination des lycéens. Cet atelier s'appelle Complice ou résistant, c'est une interrogation. Et cet atelier a pour objectif d'analyser les fonctionnements individuels qui peuvent conduire les individus au pire. Il s'agit d'engager les élèves dans un travail de mémoire pour former des citoyens éclairés et responsables, faisant preuve d'esprit critique, en éveillant leur vigilance sur quelques facteurs familiers de déresponsabilisation et de passivité, notamment à partir des expériences psychosociales. La soumission aveugle à l'autorité, à travers notamment l'expérience de Milgram, mais aussi la question du conformisme de groupe, notamment à partir de l'expérience de
H. Ces expériences psychosociales, elles sont souvent méconnues par les élèves et donc l'atelier, dans sa forme, permet une appréhension de ces mécanismes psychosociaux et permet finalement de répondre à cette problématique. Comment peut-on expliquer qu'un individu, tout en, tout en pardon, tout en conservant ses principes moraux, puisse, dès lors qu'il est placé dans certaines conditions, exécuter des actes contraires à la morale. Vous le voyez, cet atelier a pour objectif de faire le lien entre les programmes d'EMC, de philosophie, d'histoire et voilà. Enfin, le dernier atelier, Engrenage, s'intitule Engrenage et résistance. Cet atelier est consacré aux lycéens et l'objectif de cet atelier est de s'approprier les clés de compréhension des mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui peuvent conduire au pire et ceux qui permettent de résister. Il s'agit dans cet atelier d'analyser, de comprendre en fait le volet réflexif et la démarche un petit peu qui est au cœur du volet réflexif, ce schéma qui vient clore en quelque sorte et qui permet de comprendre quels sont les engrenages et les résistances qui peuvent mener au pire et qui peuvent mener une société à basculer de la démocratie vers des régimes autoritaires et pire encore vers le génocide. Il s'agit donc de relever les invariants des génocides, les étapes de ces engrenages et les résistances qui sont possibles à chaque étape. Voilà, cet atelier est un atelier qui est nouveau et qui est proposé cette année aux lycéens et qui fait le lien, là encore une fois, avec les programmes d'enseignement moral et civique, de philosophie et d'histoire. Alors, vous le voyez, ces ateliers, ils ont pour objectif, évidemment, d'éveiller, en quelque sorte, à la vigilance citoyenne, d'éduquer aussi à la citoyenneté, d'éveiller à la vigilance citoyenne par la mémoire de la déportation en particulier, mais aussi par cette histoire comparative des génocides qui est proposée. Alors évidemment, la progression continue des phénomènes racistes et antisémites est préoccupante aujourd'hui dans son ampleur comme dans ses formes, et elle conduit à donner un rôle central finalement à l'éducation et à la formation des citoyens pour y résister. Et en s'appuyant sur le recul de l'histoire et des sciences de l'homme, la Fondation du Camp des Milles, par son action, souhaite justement renforcer la vigilance et la responsabilité des citoyens et des élèves en particulier face aux discriminations et à la haine raciste et antisémite. C'est un des objectifs qui est assigné évidemment au travail qui est porté par le service éducatif. L'ambition du site mémorial, c'est de rappeler que l'histoire tragique dont témoigne le Camp des Milles, permet en quelque sorte de travailler sur ces questions. Alain Chouraki, donc président de la fondation du Camp des Milles, insiste sur l'idée qu'il ne suffisait pas de sauver ce lieu, mais qu'il s'agissait de faire parler cette histoire et qu'il s'agissait en quelque sorte de mettre en lumière l'histoire et ce choc dans la civilisation que constitue la Shoah, pour mettre en lumière finalement ce qu'elle dit de l'humanité, cette histoire. Il s'agit donc de contribuer par l'action éducative aux valeurs humanistes de respect, de dignité, de solidarité, et les médiations pédagogiques qui sont proposées, les réalisations pédagogiques qui sont proposées, permettent évidemment de faire ce travail très important de renforcer la connaissance et la responsabilité des élèves face au potentiel explosif des extrémismes, du racisme et de l'antisémitisme. Alors aujourd'hui, la fondation du Camp des Milles est aussi reconnue pour son travail d'éducation citoyenne par une chaire UNESCO intitulée Éducation citoyenne, sciences de l'homme et convergence des mémoires. Et donc cette chaire UNESCO
porte un dispositif national de labellisation qui s'intitule « Être acteur de l'éducation contre les extrémismes, les racismes, l'antisémitisme et les discriminations ». Et ce dispositif national de labellisation citoyen, il est porté par la Fondation du Camp des Milles et c'est un dispositif de formation qui est gratuit et qui s'adresse aux professeurs de l'éducation nationale et qui s'inscrit dans le prolongement de cette chaire UNESCO, qui est portée, je l'ai dit, conjointement par la Fondation du Camp des Milles, Aix-Marseille Université. C'est un dispositif qui est soutenu également par la DILCRA et le Défenseur des droits. Et c'est un dispositif qui permet aux enseignants de se former gratuitement sur 2 jours sur le site et qui permet en quelque sorte à la fois d'outiller les enseignants, mais qui permet aussi de développer un projet citoyen sur les thèmes des racismes, de l'antisémitisme, des discriminations, de la xénophobie ou des extrémismes identitaires. Donc le Camp des Milles apporte en quelque sorte son expertise, outille donc les professeurs et propose dans cette formation un accompagnement de projets autour des thématiques que je viens de préciser. Alors, le dispositif national de labellisation citoyen, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation de référents du label, je l'ai dit. Donc, ces référents donc sont formés donc à la Fondation du Camp des Milles. Ils reçoivent un socle de connaissances scientifiques et pédagogiques. Il va mobiliser ensuite dans l'élaboration de son projet avec ses élèves. Le deuxième point, c'est l'accompagnement de projet, je le disais. La Fondation s'engage évidemment à accompagner le référent pendant le temps d'élaboration et de préparation du projet. Et la dernière étape, c'est la labellisation du projet. Le référent qui a été formé au Camp des Milles candidate auprès de la Fondation pour labelliser son projet ou son action éducative après réalisation. Le projet peut être sélectionné par un jury qui est composé de représentants de la Fondation du Camp des Milles, de l'UNESCO, de la DILCRA et du Défenseur des droits. Et ce projet peut recevoir le label citoyen et la labellisation vient reconnaître en quelque sorte les qualités d'engagement, de pertinence, d'efficacité et de pédagogie du projet. Le brevet citoyen, quant à lui, reconnaît et récompense l'engagement dans une action et la production d'une ou de plusieurs personnes présentées par une structure qui est mobilisée sur les enjeux citoyens de la Fondation et il va être remis aux personnes qui se sont engagées dans cette action. Alors, si vous êtes intéressé comme enseignant par ces formations, je vous conseille donc de contacter Nolwenn Lécuyer, dont vous avez l'adresse mail ici sur le diaporama. Nolwenn Lécuyer qui est chargée de mission chez UNESCO et qui s'occupe de ces formations et Nolwenn vous apportera tous les renseignements nécessaires. Voilà, c'est une formation qui est publicitée par les enseignants de l'académie, mais même bien au-delà par les enseignants à l'heure actuelle lorsqu'ils ont des projets, lorsqu'ils souhaitent monter des projets sur ces thématiques-là. Alors, vous l'avez compris, le site mémorial, c'est une ressource pédagogique majeure de notre académie. C'est à la fois donc un parcours muséographique en 3 volets, je l'ai présenté tout à l'heure, un volet historique, un volet mémoriel, un volet réflexif. Ce sont aussi des ateliers pédagogiques pluridisciplinaires, mais c'est aussi une programmation culturelle annuelle. Il y a des expositions temporaires, il y a des colloques, des débats, des lectures, des spectacles, des théâtres, des rencontres qui sont organisées dans l'auditorium du Camp des Milles. Et donc, la programmation culturelle vient adosser évidemment aux thématiques qui sont au cœur des messages portés par la Fondation, vient compléter en quelque sorte cette offre pédagogique et culturelle. Le Camp des Milles, le site mémorial du Camp des Milles, c'est une ressource pédagogique dans la mesure aussi où il permet évidemment un travail d'histoire, il permet un travail aussi d'histoire, mais aussi un devoir de mémoire évidemment, mais il permet aussi de mettre en œuvre les nouveaux programmes d'éducation morale et civique.
Il permet aussi la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle. Vous le verrez, hein, c'est c'est notamment hein, l'action éducative et le projet qui va vous être présenté rentre hein, dans le cadre de cette mise en œuvre du PEAC. Et le site mémorial permet aussi la mise en œuvre du parcours citoyen. Évidemment, nous travaillons sur des thématiques hein, aussi, vous les connaissez, ces thématiques qu'on appelle valeurs de la République, mais il s'agit de faire partager effectivement lors de la visite hein, aux élèves un socle de valeurs partagées. Évidemment, vous voyez l'articulation aussi qu'on peut faire hein, avec plusieurs disciplines, avec plusieurs niveaux peut-être, en partenariat aussi avec voilà, des réseaux d'éducation prioritaire, des centres sociaux. Hein. Il y a tout un travail partenarial qui peut se faire à partir du camp des Milles. Alors, je souhaiterais peut-être juste revenir sur ce document que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais qui vous permettra sans doute de comprendre un petit peu l'ampleur hein, des actions qui sont menées au camp des Milles. Et voilà. Alors, je souhaiterais terminer avant de passer la parole à Sylvie Drujon, peut-être en évoquant une question une interpellation plutôt qui est présentée dans le volet réflexif hein, du camp des Milles. Cette interpellation est la suivante. Que ferais-je demain si la question, évidemment, n'est pas abstraite, puisque on peut dire que d'une certaine façon, elle est présente partout hein, dans le monde aujourd'hui, même dans nos démocraties, hein, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, le négationnisme, la haine de l'autre, parfois aussi, les discriminations hein, prospèrent, attisées en quelque sorte par les peurs nées de la crise économique, de l'instabilité politique aussi, ou plus simplement de la peur des jours qui viennent dans un contexte extrêmement anxiogène. De là, cette urgence, en quelque sorte, qu'il y a hein, pour l'école de disposer, je crois, en tant qu'enseignant, comme d'outils, hein, comme le site mémorial du camp des Milles. Évidemment, il faut éduquer, il faut armer peut-être les esprits aussi contre ces résurgences si fréquentes de racisme, d'antisémitisme, contre cette banalisation aussi peut-être médiatique hein, de la barbarie auquel se prêtent hélas si bien les réseaux sociaux. Le camp des Milles, vous l'avez compris, n'est pas seulement la trace d'un passé révolu, mais il décrit un futur toujours possible si nous ne forgeons pas des générations nouvelles suffisamment averties et vigilantes, porteuses de valeurs, susceptibles de faire front face au racisme, à l'antisémitisme, aux extrémismes. C'est à ce défi d'éducation citoyenne, à ce souci de la mémoire et de l'histoire, c'est aux urgences, en quelque sorte, du temps présent que la Fondation du Camp des Milles, par ses multiples actions pédagogiques, tente de répondre. Parmi ces actions pédagogiques, je vais donner la parole à Sylvie Drujon, donc, qui a coordonné un projet absolument remarquable, un projet autour de la création hein, d'un opéra, L'Empereur d'Atlantis, opéra de Victor Ullmann. Sylvie, je vais te laisser la parole pour ce deuxième temps. Merci beaucoup, merci Olivier, merci de toutes ces précisions. Merci d'avancer le PowerPoint jusqu'à nos images sur l'Empereur d'Atlantis, si possible. L'Empereur d'Atlantis, qu'est-ce que c'est? C'est un opéra très singulier, très particulier, qui a été écrit en camp de concentration et qui, c'est dommage, on ne voit plus le PowerPoint. Le voici, peut-il avancer? Et voilà, notre Empereur d'Atlantis que vous voyez, un opéra écrit à Térésine en 43-44 par des artistes enfermés car ils étaient juifs. Victor Ullmann était un compositeur déjà très connu. Victor Ullmann était un grand compositeur. Il a été enfermé là parce qu'il était juif et il a écrit de toutes sortes d'œuvres, et notamment ce magnifique opéra qui est un opéra court, un opéra fait de briques et de broc avec ce qu'on a en camp de concentration, c'est-à-dire un harmonium, un banjo,
des percussions, un quintet à cordes tout de même, une trompette. Voilà. Et cet opéra est une satire de l'ordre en place, une satire évidemment, une caricature en fait, du nazisme qui les a tous enfermés là. Et cette caricature leur a valu l'extermination, malheureusement. Il y avait beaucoup d'enfants à Térésine, venant de toute l'Europe. Et nous avons choisi pour la couverture que vous voyez là, pour l'affiche du spectacle, un dessin produit à Térésine en 1943 par une petite fille de 11 ans, Anna Zieglerova, qui a intitulé son dessin « La princesse et le dragon ». Voilà, donc le dragon, on imagine un peu ce que c'était pour eux, qui étaient dans des conditions de vie épouvantables. Donc, ce projet a été initié par la ville de Pertuis, le conservatoire de Pertuis, qui souhaitait rendre hommage à deux enfants qui vivaient à Pertuis, Hélène et Edgar Mendel, et qui étaient dans l'école où le conservatoire de musique est installé aujourd'hui. Et pour leur rendre hommage et utiliser un petit peu leur mémoire pour initier les jeunes enfants de Pertuis et ensuite de partout ailleurs, puisqu'on continue maintenant dans toute la région, la ville de Pertuis a demandé à Musiquex et Arès de joindre leurs efforts pour une belle opération de médiation grâce à cet opéra. Donc l'opéra lui-même, l'intérêt qu'il y a trouvé Musiquex et la ville de Pertuis et Arès, c'était de faire participer un très grand nombre de publics qui auraient pu être concernés par les atrocités des nazis, et notamment des handicapés de Villelor, du Puy-Saint-Tréparade, donc de communes autour d'Aix-en-Provence et Pertuis, qui ont participé à la fabrication des décors et à la fabrication de tout ce qui est sur la scène, la peinture. Il y avait également des adultes handicapés sur la scène en tant que figurants. Il y a également des lycéens qui ne seraient a priori pas venus à l'opéra, qui ont pu participer à l'élaboration du spectacle, notamment des lycéens du lycée Vauvenargues qui ont fabriqué les décors, la filière bois, donc lycée technique, des jeunes filles des quartiers nord de Marseille, du lycée La Calade, qui ont conçu les costumes des différents solistes de l'opéra. Il y a eu, merci de passer le slide s'il vous plaît, s'il te plaît Olivier, il y a eu également donc des chanteurs, donc vous voyez ici les lycéennes du lycée La Calade et les jeunes de la filière bois du lycée Vauvenargues. Auparavant, le slide d'avant, vous voyez la chorale Hélène Mendel, donc pour préciser, voilà, pour faire vivre un petit peu la mémoire de ces deux enfants de Pertuis, nous proposons différentes formes de mobilisation, notamment la création de la chorale Hélène Mendel. Donc la chorale Hélène Mendel a été une création pour le spectacle, pour venir jouer et chanter en première partie de l'opéra. Et les enfants, pour la première année, étaient des enfants de CM1, CM2, avec un orchestre à l'école extraordinaire. Donc, on avait plus de 350 personnes qui participaient à cette création de chansons. Une chanson créée à partir du poème Une voix, qui a été mise en musique par Alexandrine Ruez. Je crois que c'est le slide d'avant, le tout premier qui parle de la médiation. Voilà, encore avant, merci beaucoup. Donc voilà, nous avons cette chorale Hélène Mendel. Nous avons également fait dessiner les enfants de CM2 sur le portrait imaginaire de Hélène Mendel. Hélène Mendel, malheureusement, qui avait 8 ans quand elle a été arrachée à son école de Pertuis, on n'a jamais retrouvé d'image d'elle. Donc les enfants des classes de CM2, notamment du public, ce qu'on appelle contrat de ville, hein, donc des quartiers REP et REP+, ont pu avoir la visite de médiateurs de l'ARES, Association de recherche et d'enseignement de la Shoah, et ensuite dessiner le portrait imaginaire d'Hélène Mendel. Donc nous avons des centaines de dessins d'Hélène Mendel qui vont pouvoir être projetés ensuite dans les prochaines productions de l'opéra. En médiation, nous proposons à tous ceux qui seront inscrits à l'opéra en préparation
la projection du film documentaire de Stéphane Cazer, L'Empereur d'Atlantis. Donc un opéra, ça s'appelle L'Empereur d'Atlantis, un opéra hors norme en Provence, donc qui explique toute la fabrication de l'opéra, la participation de tous les publics différents, notamment les détenus du centre pénitentiaire d'Émile, etc. De Luynes, par exemple, pardon. Et nous avons donc fait participer un maximum de public. Ça a été donc une réussite de ce côté-là, car ce sont des jeunes qui ne seraient pas venus à l'opéra, qui n'étaient même plus vraiment au courant de ce que c'était que cette histoire de Shoah. Pour eux, ça restait quelque chose d'assez nébuleux. Et donc, tout ce monde-là a pu participer au spectacle. Et de la première année, donc, grâce au Camp d'Émile, plus de 1000 jeunes ont pu venir assister au spectacle avec une demi-journée passée dans le Camp d'Émile, avec des ateliers, la visite. Et ce qui en est donné, on a résulté donc une journée citoyenne tout à fait extraordinaire. L'opéra lui-même bénéficie d'une mise en scène en abîme qui a un gros impact sur les jeunes. Et ils sont vraiment, on peut dire qu'on a mis en œuvre une action culturelle et artistique qu'ils a plongé dans l'histoire de l'époque et qui leur a fait revivre tout ça avec beaucoup d'émotion grâce à l'opéra lui-même. Voilà. Aujourd'hui, pour faire vite, l'opéra, c'est un plateau professionnel avec des chanteurs professionnels. Nous n'avons pas pu le rejouer car la crise sanitaire nous a empêché de le rejouer. Donc, dès 2022, nous allons proposer déjà au Grand Théâtre de Provence, et nous l'espérons à nouveau dans l'auditorium du Camp d'Émile, de donner l'opéra déjà pour le grand public, pour que le grand public le connaisse, cet opéra, dont la partition avait été perdue quand Victor Ullmann a été déporté puis assassiné à Auschwitz. Cette partition qui est ressortie au bout de 30 ans et qui est un petit peu donnée, mais qui reste assez marginale et qui est très accessible aux jeunes. Ça dure 1 heure. C'est une musique tout à fait extraordinaire, très vivante, une musique qui est métissée, musique sérieuse, cabaret, chorale à la façon de Bach. C'est court, c'est très frappant pour les jeunes. Donc ça, allié à une médiation en amont pour expliquer qu'on n'est pas dans une sortie scolaire toute simple, mais vraiment sur un plongeon dans l'histoire et dans tout ce qu'elle peut nous projeter et les inquiétudes pour l'avenir aujourd'hui. Tout cela est devenu du coup un très beau mouvement que nous espérons continuer grâce à cette magnifique musique de Victor Ullmann et à tous ces chanteurs qui se sont également investis avec beaucoup de passion, avec l'idée vraiment de participer pour résister au retour des discriminations et de la barbarie. Voilà, je crois que le temps est vite passé, donc on va essayer de voir le teaser du spectacle si vous voulez bien, et nous donnerons des nouvelles sur notre site empereurdatlantis.fr et vous allez avoir le teaser du spectacle qui vous en dit un peu plus. Merci. Je profite de cette puissance du lieu pour mettre en condition les spectateurs. Deux enfants de 3 ans et 8 ans qu'on envoie à la mort de façon organisée, de façon systématique, presque scientifique, je trouvais ça complètement inhumain. Participer à ce projet, c'est un acte de résistance. On est venu participer à ce projet pour que des choses comme ça ne se reproduisent jamais. C'est
d'histoires d'enfants comme vous qui un jour ont été pris dans un engrenage. L'idée, vraiment, c'est d'interpeller plusieurs générations sur ce qui s'est passé et comment une telle énormité a pu se dérouler sous nos yeux. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. Ça nous permet de savoir vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé là pour plus reproduire les mêmes erreurs ou alors le stopper dès le début. Roger Delziki, Bertin Lefebvre, Nelson Lévy. Merci beaucoup. Et rendez-vous avec l'Empereur d'Atlantis en janvier 2022. Merci à Olivier Vincent et Sylvie Drujon pour leur intervention sur ce webinaire. Je vais, pour finir, vous présenter une ressource de Réseau Canopé. Le dossier Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme présent sur le site de Réseau Canopé, dans lequel vous allez pouvoir retrouver des ressources exploitables en classe avec vos élèves du cycle 3 au lycée, un ensemble de vidéos, soit à travers le parcours, le racisme dans une société diverse, soit ici, vous allez pouvoir retrouver aussi un ensemble de petites vidéos exploitables en classe avec vos élèves. Donc, je vous laisse découvrir cette ressource et n'hésitez pas à revenir vers les ateliers Canopé pour plus d'informations concernant les ressources disponibles sur notre site. Merci de votre attention.